Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour le suivi du menu crowdfunding hebdomadaire. Vous commencez à en avoir l'habitude. D'abord, le dimanche, le menu crowdfunding pour vous présenter un peu toutes les nouveautés sur Kickstarter, Ulule, GameFund et compagnie. Et puis ensuite, le mercredi, pour faire un petit retour sur les jeux qui entrent dans leurs dernières heures, voire leurs dernières semaines de campagne. Du coup, on se lance avec les parties habituelles que vous connaissez, à savoir les projets annulés, s'il y en a. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait cette semaine d'ailleurs. Et puis ensuite, les projets qui entrent dans leurs dernières heures, leurs dernières semaines de campagne. C'est parti. Pas d'annulation cette semaine, on commence donc directement avec Solar 175 qui entre dans ces dernières heures, ces derniers jours de campagne, puisqu'il reste actuellement 55 heures avant la fin de la campagne, et que j'enregistre 24 heures, plus ou moins, un peu plus d'ailleurs, 30 heures on va dire, avant la mise en ligne de cette vidéo. Donc en gros, il vous restera pile poil une journée pour pouvoir éventuellement backer Solar 175, ce petit jeu pour 1 à 5 joueurs dans un style un petit peu dystopique, façon Blade Runner un petit peu, et c'est un jeu euro de Legacy. On en aura de toute façon parlé un certain nombre de fois depuis sa mise en ligne dans le menu crowdfunding du 6 mars dernier. 1610 contributeurs, c'est plutôt un très joli résultat pour Cogito Ergo Meeple. Donc c'est la troisième campagne après deux jeux sur l'univers de Philosophia, si je me souviens bien d'ailleurs. Oui, c'est ça, Philosophia, qui avait fait 596, puis 1164. Donc, ils ont déjà battu leur record d'une assez large ampleur, avec près de 1600 contributeurs à l'heure actuelle, donc leur record à l'heure actuelle, pour ce jeu qui emprunte un univers complètement différent de ce qu'on avait pu voir dans leurs deux jeux précédents. On va aller voir directement les stretch goals. On en a déjà un petit peu parlé la semaine précédente. Beaucoup d'améliorations pour les deux jeux, parce qu'en fait, c'est majoritairement une campagne pour Solar 75, mais il y a également un petit jeu annexe que vous n'êtes pas obligé de prendre, qui s'appelle Gonza Index. C'est un jeu un petit peu parallèle dans le même univers. Et donc, vous voyez qu'on aura donc Solar 75 et Gonza Index de deux couleurs différentes pour les stretch goals. Pour les deux, en tout cas, il s'agit majoritairement d'aller upgrader le matériel, essentiellement via l'épaisseur des cartes, l'épaisseur des tuiles, des tokens, etc., la finition sur la boîte, etc. Un petit peu d'immersion via des enregistrements vocaux, audio devrais-je plutôt dire, pour Solar 75, pour aller apporter un petit peu d'immersion également. Mais sinon, globalement, c'est beaucoup d'amélioration de matériel. On a aussi des nouveaux petits sacs pour Solar 75 pour aller faire ce sorte de backbuilding et de pioche. Donc, c'est intéressant, on a du screen print, etc. Mais rien de très particulier, de très excitant, devrais-je dire, au niveau des stretch goals. Et donc voilà pour Solar 175, auquel il restera donc environ 24 heures lorsque vous verrez cette vidéo. 1610 contributeurs et 139 000 livres d'accumulés. Très joli résultat pour eux. Également présenté le 6 mars dernier dans le menu crowdfunding, World Explosion faisait partie des trois jeux de cette même semaine, du 6 mars dernier, jeu de lettres, troisième jeu de lettres de cette semaine-là, après Illiterati et Alice in Wonderland. C'était le moins intéressant, mais il aura quand même su attirer, mine de rien, 316 contributeurs, ce jeu de Hawaï, avec près de 10 000 dollars d'engagés, et il restera là encore environ 24 heures lorsque vous verrez cette vidéo pour aller backer. Mais attention, un jeu de lettres qui ne dispose pas de version en français, donc c'est quand même assez handicapant pour un bon nombre de spectateurs potentiels de la chaîne. On reste sur le menu crowdfunding du 6 mars avec Five Path, A Tactical Brawl, qui avait donc été présenté le 6 mars dernier dans le menu, avec 201 contributeurs pour l'instant. Le jeu est financé avec 13 000 dollars. Je ne sais plus si c'était déjà le cas la semaine dernière. Je crois qu'il n'était pas encore financé la semaine dernière. C'est du coup fait désormais. Et il restera environ, comme tout à l'heure, 25-26 heures avant la fin de la campagne pour ce jeu abstrait qui ne paye pas de mine comme ça. Mais si vous êtes amateur de jeux abstraits, ça pourrait être intéressant. Ça peut ressembler à quelques autres jeux façon échecs et compagnie, comme tous les jeux abstraits auxquels on pourrait potentiellement le comparer, même si vous le voyez visuellement, ça n'a aucun rapport. Y a-t-il eu des stretch goals puisque le jeu est désormais financé? Eh bien oui, il y en a. On le voit ici avec à 14 000 dollars des tokens qui seront améliorés avec du screen print qui sera désormais imprimé en heat transfer, donc en transfert de chaleur, donc une impression de meilleure qualité. Et pour l'instant, c'est à peu près tout. Est-ce qu'ils ont déjà atteint les 14 000 dollars? Non, pas encore. Donc, ce n'est pas encore sûr et certain qu'on atteigne ce premier et certainement seul stretch goals d'ici la fin de la campagne. Pas de stretch goals en revanche pour Sentinels of the Multiverse, avec cette nouvelle extension Rook City Renegades.
Mais ce jeu qui a été présenté le 6 mars également, d'ailleurs dans le menu crowdfunding du 6 mars dernier, connaît un franc succès avec 4 650 contributeurs si on arrondit à peu près, soit 350 000 $ d'engrangés. C'est un très beau résultat pour ce jeu auquel il restera environ une trentaine d'heures de campagne lorsque vous verrez cette vidéo en ligne. Donc si vous êtes amateur de Sentinels of the Multiverse, le jeu de base en tout cas, eh bien vous pourrez éventuellement mettre la main sur cette extension qui rajoute encore plus de matériel et donc de rejouabilité au jeu de base. Donc voilà, vous me direz si vous êtes amateur de cet univers comics. J'ai jamais essayé de jeu Sentinels of the Multiverse, mais ils ont plutôt bonne réputation, même sur BGG d'ailleurs, la note est plutôt bonne. Mais bon, pas de stretch goals, donc j'ai rien de plus à vous dire concernant ce jeu, si ce n'est qu'il vous restera environ donc une journée et demie pour vous pencher sur son sujet et éventuellement le baquer. On enchaîne avec Malia, présenté dans le menu crowdfunding du 20 mars dernier, donc campagne assez courte, assez ramassée comme souvent du côté de la boîte de jeu. On est déjà à 13 jours sur 16, donc il restera environ 2 jours lorsque vous verrez cette vidéo. 3 725 contributeurs avec 440 000 € d'engrangés. C'est plutôt un très bon résultat, même si c'est vrai que la boîte de jeu, avec des jeux radicalement différents, donc la comparaison est évidemment très difficile à faire, nous a habitués à des scores un petit peu plus conséquents, comme par exemple avec Wonderful Kingdom, 8 500 environ, Daimyo, c'était un petit peu moins bon certes, on avait aussi 4 600, puis 8 600 pour Wonderful World, et ainsi de suite. Donc, bon, on va dire que ça ne rentre pas dans la moyenne haute des derniers jeux de la boîte du jeu, justement, mais ça reste pour un RPG, Dungeon Crawler, Land Crawler, etc., un assez bon résultat, d'autant plus qu'il reste donc 62 heures pour l'instant lorsque j'enregistre cette vidéo, ce qui veut dire qu'on entre dans les derniers instants, dans les derniers jours de la campagne, et c'est là où on a le second plus gros apport de backers en règle générale, après la première journée. Les 2-3 derniers jours sont également les journées où on a le plus de backers qui viennent s'ajouter à la campagne pour les plus tardifs. Donc 3 725 contributeurs, on devrait quand même aller chercher, je pense, les 4 500, notez pas 4 500, mais 4 250 au moins, je pense. Donc ce qui est quand même un assez bon résultat pour un jeu de ce type, qui plus est avec beaucoup de matos et du coup un jeu relativement onéreux. Je ne vais pas dire cher parce que ça semblerait vouloir dire que le jeu est trop cher pour ce qu'il propose. Je vais simplement dire qu'il est onéreux parce que objectivement, 140 €, c'est une somme. On va aller voir directement les stretch goals. Je vous renvoie de toute façon pour en apprendre plus sur le jeu, son univers, sur tout ce qu'on a pu voir de développement précédemment, avant la campagne, au menu crowdfunding du 20 mars dernier. Et puis nous, on va passer directement aux stretch goals, qui se trouvent à peu près en milieu de page, voilà, ici. Alors, on a eu bien évidemment quelques nouveaux héros, comme par exemple ici Ankis. On a également eu de nouveaux événements avec de nouveaux embranchements dans le livret d'aventure, donc ça c'est super intéressant. On a eu de nouvelles tuiles, hein, une en tout cas ici, mais peut-être d'autres par la suite, j'ai oublié. Nouveaux ennemis avec des orques portant une hache qui semble pas faire du bien quand elle passe au niveau de votre jugulaire. Ensuite, on a de nouvelles armes également. On a aussi eu Eternal, donc une nouvelle héroïne également. De nouveaux chapitres, de nouveaux événements. Donc 8 nouveaux événements et 120 chapitres ajoutés dans le livret d'aventure. C'est assez conséquent. Ensuite, nouveaux personnages, mais pas jouables, plutôt un nouvel ennemi, devrais-je plutôt dire. En la personne du Ox Chief, avec une miniature vraiment très soignée. La direction artistique est vraiment très classe, il faut bien dire. Donc avec 3 nouvelles miniatures, plus une carte pour ce personnage. Ensuite, on a eu nouveau héros en la personne du Uprisen, qui viendra bien évidemment avec sa miniature et puis son plateau individuel, toujours aussi classe également. Ensuite, encore de nouveaux événements, de nouveaux chapitres également. Ensuite, des archers orques qui viennent s'ajouter en tant que nouveau groupe d'ennemis potentiels. On aura également du crafting. Alors, est-ce que ce n'était pas encore présent dans le jeu jusqu'à présent? J'en ai l'impression, parce qu'il semblerait que maintenant, on ait une sorte de petite roue rotative qui permettra d'aller effectuer du craft, si j'ai bien compris, ce qui serait un ajout de mécanismes supplémentaires durant la campagne, ce qui est plutôt intéressant, même si j'imagine que là encore, il l'avait prévu depuis le début, mais quand même, je ne l'avais pas vu venir, c'est plutôt cool. Ensuite, Hog, un nouveau groupe d'ennemis apparemment, en 5 exemplaires, plus une carte, bien évidemment, qui est assez classe, qui a l'air d'être assez flippant également. Ensuite, on a également de nouvelles cartes de repos, avec des événements de repos également qui viennent s'inclure dans le jeu, c'est tout intéressant. Nouveau héros en la personne de Lunak, pardon, avec son plateau également. Nouvelle carte de talent et de sort, ça c'est super intéressant aussi, puisqu'on a de nouveaux sorts qui viennent s'ajouter au jeu, avec des cartes assez fournies en texte, ceci dit. Nouvelle tuile de jeu.
double face d'ailleurs, avec un marais et une arène. Nouveau héros. Non, c'est un nouveau livret, indépendant de héros et qui s'intitulera a priori, Inside Gnashrak's Hell. Donc pas facile à prononcer ce Gnashrak. On continue ensuite avec, le nouveau personnage, le nouvel ennemi plutôt, le Ox Crossbow, donc des arbalétriers, Ox. J'imagine que c'est le nom de la race. Et puis, potentiellement, enfin très certainement d'ailleurs, un nouveau héros qui devrait venir s'ajouter, à ceux déjà disponibles à 3785 backers et on en aura encore certainement un ou deux autres stretch goals d'ici la fin de la campagne, j'imagine. 3785, oui, c'est dans 60 contre-éditeurs, donc ça ne devrait pas être trop difficile d'aller chercher ce nouveau héros. Et donc voilà pour Malia Lands of Legends, très joli succès pour la boîte de jeu et 4 univers, les créateurs du jeu à l'origine. Projet bien évidemment en français, je l'ai oublié de le préciser parce que bon, la boîte de jeu, ça semble un petit peu évident, mais peut-être que vous ne connaissez pas encore. Donc 3725 contributeurs à environ 30 heures de la fin de la campagne lorsque vous verrez cette vidéo et 450 000 € environ d'accumulés. Très joli résultat, bravo à eux. On enchaîne avec World Breakers Advent of the Knot, 465 contributeurs pour ce jeu présenté dans le menu crowdfunding du 6 mars dernier. 25 160 $ d'accumulés, donc le jeu est largement financé à 66 heures de la fin de la campagne, soit environ 35 lorsque la vidéo sera mise en ligne. Pas de stretch goal là non plus, donc il vous suffira d'aller checker la vidéo où on présentait ce jeu, donc le 6 mars dernier, pour en apprendre un petit peu plus, mais sinon, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire pour ce jeu qui se déroulera dans le XIIIe siècle sud-est asiatique. Voilà pour World Breakers. Présenté le 13 mars dernier dans le menu crowdfunding, Monster Pit a atteint 442 contributeurs, ce qui n'est pas extraordinaire à 67 heures de la fin de la campagne, soit environ 35 heures lorsque vous verrez cette vidéo. 42 000 $ canadiens sur 40 000, c'est déjà atteint. Le financement est effectif, donc on ne reviendra pas dessus. A priori, ça devrait pouvoir aller jusqu'au bout sans en annuler, même si on sait que parfois on annule malgré le financement atteint. Pour ce jeu qui partage le même univers que Catacombs, qui était un jeu de Pishnet, celui-ci n'est pas un jeu de Pishnet, mais plutôt un jeu de, comment dirais-je, de tower defense, de défense de votre château, avec plusieurs zones, plusieurs personnages que vous pourrez contrôler pour aller défendre votre donjon face à différents monstres qui viendront tenter de l'assaillir. Les stretch goals, on en avait apparemment de manière quotidienne, donc on va aller rapidement dessus. On a en gros beaucoup de nouveaux héros, en fait, beaucoup de nouveaux gardiens pour protéger votre forteresse. Essentiellement, c'est un petit peu ça, hein. On a également quelques nouvelles créatures également, mais en gros, au-delà de nouveaux héros, de nouvelles créatures, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Peut-être de nouveaux bâtiments également. Non, j'ai l'impression que c'est plutôt des cartes d'items plus que véritablement de bâtiments ici. Donc voilà, pas grand-chose de vraiment très nouveau là-dedans. Ah, peut-être que celui-ci est plus intéressant. En plus, on nous signale ici que c'est une exclusivité Kickstarter avec apparemment un nécromancien nain, d'accord, et également un dragon des sables qui seront ajoutés, donc deux nouveaux monstres auxquels vous pourrez être opposés, en plus de une nouvelle héroïne, la capitaine Harbinger. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, pas comprendre en anglais pour le coup. Mais donc quelques petits ajouts exclusifs par-ci, par-là. Ensuite, toujours quelques petites nouvelles cartes par-ci, par-là, de héros, de monstres, etc. Pas grand-chose de vraiment très intéressant. Tout ça était de toute façon prévu d'entrée de jeu puisque c'était des révélations journalières, quotidiennes. Donc, ce n'est pas vraiment des stretch goals à proprement parler. Ils auraient été débloqués quoi qu'il arrive. Voilà pour Monster Pit avec donc un petit résultat un petit peu décevant quand même. On va aller voir du côté de Elzra parce qu'il me semble que leur précédente campagne avait fait quand même mieux. Alors Catacombs 1500 par exemple. Monster Pit avait déjà été tenté en novembre dernier, en novembre 2020, pardon. Et ils avaient annulé la campagne à ce moment-là. Ils sont revenus, cette fois-ci, c'est financé. Mais on voit qu'effectivement, bon, leurs campagnes font rarement d'énormes résultats, si ce n'est Catacombs qui dépassait généralement les 1000. Voilà, 2000, 2700. On avait également eu 6500. Bon, ce ne sera pas leur plus grand succès à ce jour, mais en tout cas, c'est financé pour Monster Pit. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 27 mars, Dragon Quest entame déjà sa dernière semaine, même bien entamée, puisqu'il reste seulement 3 jours, donc 2 lorsque vous verrez cette vidéo, et le jeu est financé avec 324 contributeurs.
20 000 $ d'engrangés. Pas de stretch goals, ceci dit, donc on ne va pas ajouter quoi que ce soit, si ce n'est un petit renvoi pour ceux qui s'intéresseraient au jeu et qui le découvrent via cette vidéo, vers le menu crowdfunding du 27 mars dernier pour en apprendre un petit peu plus. Pas de stretch goals non plus pour Mondrian Color in Motion, qu'on a présenté la semaine dernière dans le suivi et non dans le menu. Parfois ça arrive, hein, vous le savez désormais, vous êtes habitués. C'est donc présenté dans le suivi du menu crowdfunding du 23 mars dernier, ce jeu d'art abstrait assez intéressant qui reprend l'art donc de Mondrian, cet artiste, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'était pas un Hollandais, enfin j'ai un peu perdu, je suis pas très connaisseur, c'est ça, Hollandais, voilà. Pete Mondrian. Je présentais donc la semaine dernière dans le suivi qui était assez intéressant à base de pose de tuiles et était également un petit peu de, comment dirais-je, de déplacement de ces petits tokens, on va dire, façon dame ou échec, en fonction du placement des différentes tuiles et des superpositions de tuiles que vous aurez repérées précédemment. C'est un jeu qui finalement est assez intéressant, dans une thématique qu'on voit assez peu, mais un jeu abstrait qui reprend aussi la thématique de l'art abstrait, c'est assez bien pensé, et c'est pas vilain. Même si c'est pas trop mon type de jeu, ça a quand même séduit 507 contributeurs à 3 jours de la fin de la campagne, et le jeu est largement financé avec 24 000 $. On continue avec Mont Olympe sur Ulule. Je ne crois pas l'avoir présenté, que ce soit d'ailleurs sur le menu crowdfunding comme sur le suivi. Il me semble que je n'en avais pas parlé. Bref, quoi qu'il en soit, on est à 4 jours de la fin de la campagne qui se terminera donc le 2 avril à 7 h du matin, heure française, j'imagine, à moins qu'ils ne prennent en compte le fait que je suis au Japon, je ne sais pas. Bref, on a pour l'instant 6 977 €, soit 87% du seuil de financement. Donc, si vous vous sentez d'aider un petit projet français, francophone, en provenance de Igloo Game, eh bien, vous pouvez le faire avec Mont Olympe, 166 contributions pour l'instant. Il reste donc 4 jours pour ce petit jeu. Je vous laisse découvrir de toute façon, même si je n'ai pas présenté le jeu jusqu'à présent, puisque la page est sur Ulule en français. Donc, vous pouvez de toute façon aller chercher par vous-même les informations dont vous aurez besoin pour ce petit jeu de 4 à 7 joueurs avec 2 modes de jeu, Before et All Night, pour 18 ans et plus. Pourquoi? Voilà, je suis intrigué désormais. Par contre, je ne comprends pas pourquoi sur Ulule y a-t-il autant de petits bonus, genre des t-shirts, des pins, etc. Je déteste les campagnes qui vendent des t-shirts, etc. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Bref, quoi qu'il en soit, le jeu coûtera 22 € si vous vous contentez uniquement du jeu a priori. Voilà pour Mont Olympe, donc il reste 4 jours, donc 3 jours lorsque vous verrez la vidéo. Et pour l'instant, avec 166 contributions, on est un petit peu court, donc si vous voulez les aider, n'hésitez pas. 87%, ça devrait pouvoir se faire malgré tout. On continue avec Sorcery Contested Realm, TCG. Donc, qui dit TCG dit cartes à collectionner, jeu de cartes à collectionner, devrais-je plutôt dire. Donc, très joli succès, 4400 contributeurs, c'est pas forcément facile à sortir pour un nouveau jeu de cartes à collectionner. Le premier projet qui plus est de Eric Olofsson, donc j'imagine d'origine suédoise, mais apparemment vivant en Nouvelle-Zélande. Direction artistique plutôt très soignée dans un univers, bon, on a toujours l'habitude avec ce genre de jeu-là, de epic fantasy, dark fantasy, en gros. C'est très joli, ça a l'air de présenter plutôt bien. Après, je ne suis pas du tout un franc connaisseur des jeux de cartes à collectionner façon Magic, donc je ne saurais pas trop vous dire si c'est un jeu qui vraiment va révolutionner l'univers du TCG. En tout cas, ils font bien parler la poudre avec cette campagne qui vraiment attire pas mal de monde. Par contre, vous allez voir que les prix peuvent être rapidement assez conséquents, hein. Bon, 50 $ le pledge de base pour avoir 4 decks préconçus, bon, pourquoi pas, en plus ça vient avec une boîte de rangement. Après, quand on va chercher un pledge Apprentice avec 130 $ tout de suite pour avoir 36 booster packs, ça commence à être un petit peu plus conséquent. Et puis après, on a certainement des packs encore un peu plus conséquents, par exemple ici avec le Collector, mais là c'est plutôt pour avoir des sortes de pledges groupés en gros. Mais vous le voyez, on a des pledges quand même assez conséquents malgré tout. Mais bon, il faut prévoir aussi l'avenir avec certainement des extensions qui viendront s'ajouter par-dessus à l'avenir. Donc pour Sorcery, nouveau jeu de cartes à collectionner façon Magic avec une très belle direction artistique. Il restera 5 jours lorsque vous verrez cette vidéo en ligne et on a déjà atteint 4400 contributeurs avec près de 4 millions de dollars néo-zélandais. Attention, néo-zélandais, ce ne sont pas des dollars américains, mais c'est quand même une somme assez énorme pour un nouveau venu.
Encore un jeu présenté il y a 3 jours à peine, Island Alone, donc ce petit roll and write dont je vous parlais il y a 3 jours à peine, dans le menu crowdfunding du 27 mars. Eh bien, ça marche plutôt pas mal, ma foi, puisqu'on a déjà 1313 contributeurs, avec 9470 € engagés. Vous allez me dire, c'est très peu pour un nombre de contributeurs assez élevé, mine de rien, pour un tout petit projet de Radek Ignatov. Mais c'est parce que c'est un jeu en print and play, un petit peu comme c'était le cas de Voyage, de Voyages il y a quelques mois. C'est un roll and write en print and play, donc vous pourrez imprimer par vous-même les différentes cartes et les différentes aventures qui s'offrent à vous dans cette campagne pour pouvoir y jouer. Donc voilà, ça explique aussi pourquoi le jeu est assez peu cher. Il est d'ailleurs disponible en français, je le rappelle, je l'avais déjà dit il y a 3 jours d'ailleurs. Et vous aurez, en plus de certaines cartes qui vous permettront de faire du one-shot, quelques autres cartes qui seront en fait des aventures et des scénarios. Ça peut être assez intéressant, même si j'avoue que l'aspect print and play est très bien approprié pour ce qui est des jeux de roll and write. Ça me semble être vraiment comment dirais-je, le type de jeu idéal pour faire du print and play. Et cela dit, un jeu qu'il me faut imprimer ou éventuellement plastifier par la suite, bah, j'ai pas le réflexe de le sortir parce qu'il n'y a pas de version physique en fait. Après, si je l'imprimais et le plastifiais, il en aurait une bien évidemment, mais entre-temps, pour l'instant en tout cas, j'ai un petit peu de mal à sortir Voyages, donc je ne vais certainement pas prendre Island Alone, mais au moins vous risquez pas grand-chose en le prenant, c'est vraiment très peu cher. Par contre, pour ce qui est des stretch goals, il me semble qu'il n'y en avait pas. Si, un petit peu, pardon, excusez-moi. Ça dépendait apparemment de certains critères sur les réseaux sociaux, mais y en avait-il d'autres? Oui, il y en avait d'autres, effectivement. Avec de nouvelles îles, de nouveaux scénarios, de nouvelles cartes également, nouveaux scénarios, nouvelles cartes. Bon, c'est beaucoup de nouveaux matériels, nouvelles cartes pour aller, comment dire, ajouter un petit peu de rejouabilité au jeu. Et puis, on aura certainement quelques autres stretch goals qui viendront être débloqués d'ici la fin de la campagne, avec encore de nouveaux scénarios, j'ai l'impression, essentiellement, nouvelles cartes également. Mais c'est un petit peu redondant au niveau des stretch goals, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, avoir de plus en plus de matériel pour pouvoir continuer à explorer le jeu, c'est peut-être une bonne chose en soi, mais c'est vrai que c'est un petit peu toujours la même chose. Ça, en soi, c'est un petit peu dommage. Mais en même temps, c'est un print and play, que vouliez-vous de plus? Donc, 1313 contributeurs à 7 jours de la fin de la campagne, 6 lorsque la vidéo sera mise en ligne, et donc 9500 € d'engagés pour l'instant, pour Island Alone. Présenté le 20 mars dernier, Tamashii, la nouvelle création de Awaken Realms avec son studio Light, donc des jeux théoriquement un petit peu plus légers, même si certainement Tamashii est le jeu le plus complexe de cette gamme Light. Il a attiré 6775 backers pour l'instant et donc 575 000 €. Donc autant vous dire qu'ils ont bien fait parler la poudre, hein, c'est une belle machine, 6775 backers, c'est pas rien. À une semaine, vous le voyez, de la fin de la campagne, on est plutôt sur un très beau résultat. Le meilleur résultat d'ailleurs de la compagnie, enfin de la compagnie Light, pas de Awaken Realms premier du nom, mais de Awaken Realms en tout cas. Jeu disponible en français, je le rappelle. On va aller voir directement les stretch goals, puisque, je le rappelle, j'ai déjà présenté le jeu dans le menu crowdfunding du 20 mars dernier. Alors, pas les frais de port, je m'avance un petit peu, je reviens sur le menu crowdfunding là. Alors, il y a beaucoup d'ajouts via les stretch goals, vous le voyez, c'était essentiellement des ajouts quotidiens, un journalier, avec donc de nouveaux personnages jouables, des ressources un petit peu deluxifiées, de nouveaux, comment dirais-je, j'allais dire monstres, mais ce ne sont pas des monstres, ce sont des ennemis en gros, de nouveaux scénarios également, des miniatures qui ne sont pas encore dévoilées, mais qui viendront s'ajouter un petit peu comment dirais-je, au roster déjà présent dans le jeu. Ensuite, de nouvelles cartes également, ça c'est intéressant, de nouvelles cartes pour aller approfondir un petit peu le jeu et son gameplay peut-être. De nouveaux scénarios, nouveaux personnages, bon, on a quand même majoritairement de nouveaux personnages, de nouveaux scénarios, et puis également une nouvelle tuile de ville apparemment avec la Unknown Area, l'aire inconnue de la ville, bon, la zone inconnue, et certainement donc encore 7, 8, 9, 10 nouveaux stretch goals dans les jours à venir, via ces révélations quotidiennes, la prochaine arrivant certainement ce soir. Voilà pour Tamashii qui aura bien fait parler la poudre avec 6775 contributeurs. Il reste une semaine, ce qui veut bien dire qu'on va atteindre, je pense, les 9000 voire 10 000 d'ici la fin de la campagne à l'emporte-pièce. Présenté dans le menu crowdfunding du 13 mars dernier, si je ne me trompe pas, l'eau de la bouteille sur Ulule a financé, c'était pas le cas la semaine dernière, je crois encore, mais c'est financé cette fois-ci avec 102%, 5135 € sur 5000 nécessaires,
et il reste 7 jours avant la fin de la campagne. Donc si vous voulez en être, il est encore largement temps. On a pour l'instant 110 contributions environ. Voilà, je vous renvoie vers le menu du 13 mars dernier pour en apprendre un tout petit peu plus parce que vraiment, la page n'est pas forcément très, très détaillée, pour ce qui est du gameplay et ainsi de suite. Voilà pour ce qui est de l'eau de la bouteille sur Ulule. Présenté le 20 mars dernier dans le menu crowdfunding, cette extension de MicroDojo intitulée Loyalty and Deceit fait un résultat qu'on pourrait désigner par le terme mi-figue mi-raisin. C'est plutôt un bon résultat pour un jeu, un tout petit projet de Prometheus Game Lab dont le premier projet était le jeu de base, donc MicroDojo. Donc c'est plutôt très très bien pour un jeu avec un matériel vraiment minimaliste. Il a attiré quand même 10 700 livres, ce qui est pas mal du tout, mais ceci dit, le jeu de base avait fait quand même bien mieux. Alors certes, il reste une semaine, mais MicroDojo, premier du nom, avait quand même attiré près de 2000 contributeurs, ce qui était assez conséquent. Il faut dire que le jeu était vraiment très abordable. C'est encore le cas pour l'extension qui vous permet également d'obtenir le jeu de base, bien évidemment, le tout dans une boîte, ce qui n'était pas le cas lors de la première campagne, parce que le jeu venait dans une sorte de petite enveloppe et vous pouviez le ranger dans un sachet plastique. Très facilement transportable, certes, mais pas très élégant, pas très agréable à l'œil, disons. Mais ça fait du coup un résultat qui fait qu'un tiers du premier, quasiment un peu plus d'un tiers du nombre de contributeurs de la précédente campagne, ce qui n'est pas extraordinaire, même s'il reste une semaine et qu'on va certainement dépasser les 1000. On aurait pu espérer que MicroDojo fasse un petit peu mieux avec cette extension que son aîné, enfin que son jeu de base tout du moins. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pourtant, l'extension vient ajouter pas mal de choses intéressantes avec un plateau modulable, ce qui n'était pas le cas lors du jeu de base, mais également des petits meeples screen print qui sont plutôt sympas également, une boîte pour aller transporter votre jeu, ce qui est un peu plus agréable que seulement un sachet plastique, de nouvelles mécaniques également qui viennent s'intégrer au jeu, donc pas mal de petites choses intéressantes. Et ceci dit, je vous dis ça alors que moi-même, je ne backerai pas cette extension, alors que j'avais pourtant backé le jeu de base. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui se suffit à lui-même et que je ne sors pas beaucoup finalement. Peut-être aussi par son aspect très, très, très minimaliste. J'aime bien les jeux qui claquent un petit peu plus visuellement parlant. Mais bon, ça reste un jeu assez agréable, mais pas forcément un essentiel non plus, disons. Pas un must-have. Voilà pour MicroDojo, 770 contributeurs, il reste une semaine, on va dépasser les 1000 quoi qu'il arrive, mais ce sera peut-être pas aussi bon que leur précédente campagne. La première tentative de Cruise of Eridanus avait assez lamentablement échoué il y a un mois environ. Et puis Dakota Ridge Games avait décidé de relancer la campagne quelques semaines plus tard. On l'avait présenté à nouveau dans le menu crowdfunding du 13 mars dernier. Et visiblement, ça se passe pas beaucoup mieux avec près de 10 000 $ d'engagés sur 21 000 nécessaires, avec 125 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne. Il reste un peu plus d'une semaine. On est d'ailleurs entré dans les jeux auxquels il reste un peu plus d'une semaine, mais qui ont dans les 10 derniers jours de la campagne. Mais ça devrait quand même pas financer a priori. Là, j'y crois pas des masses. Ils sont encore en train de se prendre une tarte. Ils en ont pris une côté gauche, ils ont tendu l'autre joue pour en prendre une côté droit. Bon, ça se passe pas très bien. Est-ce qu'ils vont encore annuler? Puisque la première fois c'était le cas, ils avaient annulé avec un nombre de backers assez peu conséquent, malgré un jeu proposé en 4 langues. Mais ça marche pas tellement mieux. Il faut dire que le plateau de base est vraiment pas très joli non plus. La direction artistique vend pas du rêve. L'illustration centrale est pas fantasmagorique non plus. On a des personnages qui ont des regards un peu sans vie. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'ils vont pour autant aller annuler la seconde campagne, comme c'était le cas pour la première? Je ne sais pas. Après tout, c'est pas parce que la corde est gratuite qu'il faut se pendre, mais bon, quand même, là, ça se passe pas très bien, voilà. Pour Cruise of Eridanus, il reste 9 jours et à moins d'un miracle, ça ne devrait pas financer. Présenté le 13 mars dernier dans le menu crowdfunding, Route East connaît un résultat assez mitigé. Je pensais qu'il ferait bien mieux que ça, pour être tout à fait honnête, puisque à 9 jours de la fin de la campagne, on est pour l'instant à 373 contributeurs, ce qui n'est pas fantasmagorique, avec quand même 13 500 livres d'accumulés pour ce jeu de, disons, course entre Istanbul entre Istanbul et Shanghai, dans lequel vous allez aussi faire des petits coups de, voilà, du petit take that dans la tronche de vos adversaires pour un jeu de voyage avec plein de petits monuments à aller visiter,
mais également plein de petits événements qui vont venir contrarier vos projets. Il faudra gérer également votre essence, comment dire, votre argent qui vous permettra de loger dans certains hôtels ou de dépasser certaines frontières et ainsi de suite. Un jeu qui a pas l'air mauvais dans son registre, même si ça ne m'attire pas outre mesure en termes de type de jeu. Mais je pensais honnêtement qu'il irait chercher certainement les 1000 contributeurs environ. Or là, on s'oriente plutôt vers du 600-700 maximum. Voilà pour Route East, on en parlera un petit peu plus la semaine prochaine pour les stretch goals, mais comme il reste 9 jours et qu'on le reverra la semaine prochaine, je n'en parle pas cette fois-ci. Présenté le 20 mars dernier, Oak est le nouveau jeu de Game Brewer qui propose quand même un paquet de jeux, généralement 2-3 par an j'ai l'impression, et c'est un plutôt beau résultat avec 1730 backers et 116 000 dollars d'accumulés pour l'instant. Le jeu est largement financé et il vous restera 9 jours lorsque vous verrez cette vidéo sur YouTube. Ça se passe plutôt très bien pour Oak, présenté donc le 20 mars dernier, pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus sur le jeu, son gameplay, son univers. C'est assez joli. Ça propose de la pose d'ouvrier avec un petit peu d'asymétrie progressive, disons, avec un peu de spécialisation de vos ouvriers, devrais-je plutôt dire, avec plusieurs pistes de score, plusieurs pistes à explorer pour aller faire des points dans tous les sens, bien évidemment. Jeu disponible en français, comme c'est toujours le cas avec Game Brewer. Donc voilà, je vous passerai un petit peu rapidement les stretch goals la semaine prochaine, puisque de toute façon, là, il reste pour l'instant 10 jours. Donc, on aura encore une apparition de Hawk sur le suivi la semaine prochaine, date à laquelle je parlerai un petit peu plus des stretch goals. Voilà pour Hawk, pour ceux qui voudraient s'intéresser un petit peu au projet avant qu'il n'entre dans ses dernières heures de campagne, lorsqu'on en parlera la semaine prochaine. Donc 1730 contributeurs pour l'instant, avec 116 000 euros d'accumulés. Beau résultat pour Hawk. Toujours présenté dans le menu crowdfunding du 20 mars dernier, le nouveau projet de Board Game Tables qui souvent, depuis quelques mois, depuis peut-être un an et demi maintenant, fait des triples campagnes. Et c'était le cas encore avec Habitats, Nine Lives et Basket Boss. Et encore une fois, c'est l'un des rares éditeurs, des très rares éditeurs, qui réussit à faire une campagne pour plusieurs jeux en même temps et que ça se passe bien. C'est pas très fréquent, et c'est le cas ici encore avec 1647 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne, et on a quand même attiré 118 000 dollars, donc c'est quand même un très beau résultat. Reste à savoir lequel des 3 jeux intéresse le plus les backers. Je pense que ce sera certainement Habitats. Nine Lives est un jeu de pli, ça attire généralement un petit peu moins sur Kickstarter que des jeux un peu plus conventionnels comme Habitats ou Basket Boss. Basket Boss c'était plutôt un jeu d'enchères, Habitats c'était plutôt un jeu de set collection avec un matériel très soigné, avec de beaux ajouts. Ajouts parce que, je le rappelle, si vous n'avez pas vu le menu crowdfunding du 20 mars dernier, ce sont encore 3 jeux qui avaient déjà connu une édition préalable, comme c'était le cas d'ailleurs pour plusieurs jeux de Board Game Tables depuis quelques temps déjà. Donc tous revus et corrigés avec un matériel et une direction artistique revue, rehaussée, avec d'ailleurs pour Habitus 3 extensions, je crois, qui sont incluses dans le jeu, d'entrée de jeu. Je me répète un petit peu avec le mot jeu d'ailleurs, mais bon, c'est une chaîne sur le jeu, donc bon, pourquoi pas. Basket Boss qui avait déjà fait une édition en 2009, je crois, et qui est un petit peu revue aussi au niveau de la direction artistique, un petit peu plus soignée. Et puis Nine Lives, un petit jeu japonais de plis. On a beaucoup de jeux de plis japonais, et donc cette fois-ci, encore un avec une direction artistique revue, même si on pourrait ne pas aimer du tout aussi ce que ça propose. En tout cas, je ne suis pas très fan de la direction artistique, pour celui-ci en tout cas. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez pour ces 3-là. Je crois que comme souvent pour Board Game Tables, pardon, il n'y a pas de stretch goals, si mes souvenirs sont bons. Alors, je vais quand même rapidement checker, mais de toute façon, s'il y en a, on en parlera plutôt la semaine prochaine. Et a priori, non, il n'y en avait pas. Donc, ça tombe bien. Donc voilà pour Habitats, Nine Lives et Basket Boss, pardon. 1647 contributeurs, plutôt un très joli résultat là encore, même si ce n'est pas le plus gros résultat de la compagnie. Et quand même, par curiosité, combien de personnes en France pour l'instant 19, ce qui n'est pas énorme. On est derrière le Japon, qui est pourtant un public un peu moins friand des Kickstarter. Mais bon, pas de version française, ça s'explique aussi par là. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 27 mars dernier, Ares Expedition, donc le jeu qui provient de l'univers de Terraforming Mars, qui partage beaucoup de mécanismes avec Terraforming Mars, mais qui en ajoute de nouveaux, qui modifie un peu certains autres, nous est revenu donc avec 3 nouvelles extensions contenues dans une seule et même boîte, intitulées Discovery, Foundations et Crisis, donc pour 3 extensions en une seule boîte, devrais-je plutôt dire. Et donc une extension qui vient ajouter donc
des choses qu'on avait déjà dans le jeu de base de Terraforming Mars, à savoir Discovery qui ajoute des missions, des objectifs, bon, pourquoi pas. Foundations qui vient ajouter du matériel pour jouer jusqu'à 6 joueurs, avec également de nouvelles options en termes de gameplay, de nouveaux conglomérats qu'on pourra utiliser, de nouvelles entreprises qu'on pourra utiliser. Et puis également Crisis, qui vient finalement ajouter la seule véritable grande nouveauté de cette campagne, c'est-à-dire un mode coop, pardon, un mode full coop, ce qui n'était pas le cas du tout jusqu'à présent dans l'univers de Terraforming Mars. Donc ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Si vous êtes amateur de Terraforming Mars et que vous aimez aussi les jeux en coopération, ça peut être assez sympa. En tout cas, c'est un très joli succès là encore, avec 7675 contributeurs à 10 jours de la fin de la campagne. On a déjà accumulé 570 000 $, donc très très beau résultat à nouveau pour Stronghold Games. Ceci dit, pas de version française, francophone, devrais-je plutôt dire, durant la campagne. Il faudra donc attendre la version boutique, même si je pense ici la campagne n'ajoute rien d'exclusif à Kickstarter. Même, je crois, les plateaux double épaisseur, me semble-t-il, ne sont pas une exclusivité. Vous me direz si je me trompe, j'ai un peu oublié. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'exclusivité, donc heureusement, vous pourrez attendre la sortie boutique. Donc à moins de vraiment vouloir recevoir le jeu avant tout le monde, si vous êtes vraiment un gros fan de Terraforming Mars, je ne vous encourage pas spécialement à aller backer la campagne du fait de l'absence de version française. Après, si vous êtes anglophone et que vous adorez l'univers, pourquoi pas. Donc voilà pour Ares Expedition et ses 3 nouvelles extensions, Discovery, Foundations, Crisis. On en parlera un petit peu plus la semaine prochaine, puisque il fera une dernière apparition à 3 jours de la fin de sa campagne normalement. On enchaîne avec Lyozen, présenté le 20 mars dans le menu crowdfunding. Il a enfin, il y a quelques minutes à peine, dépassé les 2000 contributeurs. On a engrangé pour l'instant 120 000 €, ce qui est pas mal du tout, à 10 jours de la fin de la campagne, mais quand même, je pensais que Lyozen ferait un petit peu mieux. C'est vrai que Tabula Games nous a habitués à des scores assez conséquents, on peut d'ailleurs aller vérifier rapidement, mais on a souvent des scores qui dépassent les 4000, 5000, donc un éditeur plutôt installé qui fait des beaux scores, et là, Lyozen, je trouve que ça pédale un petit peu depuis quelques jours. Sons of Ferial avait fait 2700. Volfirion, avec cette extension et cette big box, avait fait 5000. Ikayon, 3900. Sanctuary, 7000. Mystea, 4000. Donc voilà, on a quand même un éditeur assez installé qui fait des jeux reconnus. Et pourtant, Lyozen, bon, pour l'instant, même s'il reste 10 jours, 10 jours, c'est largement suffisant pour aller atteindre les 3000, je pense, peut-être un peu plus. Mais je pensais que ça ferait un petit peu plus que ça, parce que c'est un jeu assez, déjà visuellement joli, assez différent de ce qu'il proposait jusqu'à maintenant, parce qu'il s'agit de poses d'ouvriers, pas seulement, mais essentiellement de poses d'ouvriers spécialisés qui plus est, donc assez intéressant, avec des mécanismes sympas. Bon, on en parlera de toute façon un petit peu plus la semaine prochaine pour aller voir un petit peu les stretch goals qui ont été ajoutés d'ici la fin de la campagne, mais je pensais que ça ferait un petit peu mieux, qui plus est pour un jeu relativement abordable dans sa version de base, disons, et même d'ailleurs dans la version Deluxe, c'était pas non plus trop onéreux. Mais bon, on verra ça un petit peu plus la semaine prochaine, donc sachez qu'il vous reste environ une semaine et demie pour vous pencher sur le cas de Lyozen de Tabula Games. Et puis on termine cette semaine par Tidal Blades 2, encore un jeu présenté il y a quelques jours à peine, donc dans le menu crowdfunding du 27 mars dernier. Mais bon, campagne courte à nouveau, donc je le présente rapidement dans le suivi, puisqu'il reste actuellement 10 jours avant la fin de la campagne, mais on en reparlera bien évidemment la semaine prochaine. À l'heure actuelle, on est à 4 570 contributeurs pour 560 000 $ d'accumulés, donc très beau résultat pour Tidal Blades. Sauront-ils dépasser les résultats du premier épisode? C'est pas forcément garanti. On avait quand même attiré près de 9000 contributeurs pour Tidal Blades Heroes of the Reef, donc le premier épisode. Et pour l'instant, on est à peu près à la moitié, un petit peu plus de la moitié, à 10 jours de la fin de la campagne. Ça peut se faire, mais je pense que ce sera un résultat relativement équivalent. Je rappelle quand même que ça vous propose un deuxième épisode avec un gameplay relativement différent, hein, même radicalement différent plutôt, pour Rise of the Unfolders, donc une sorte de RPG avec plusieurs scénarios, une campagne à vivre en coopération, contrairement au premier jeu. Et puis ensuite également un RPG, donc un jeu de rôle dans l'univers de Tidal Blades, qui est toujours aussi joli. C'est un jeu avec une direction artistique vraiment à tomber par terre. Ils ont su créer un univers vraiment très attrayant, très joli. Donc vraiment, si vous êtes intéressé par le RPG, j'aurais tendance à vous conseiller d'aller vous orienter vers le livre de RPG, rien que pour les illustrations, pour l'univers. Je ne sais pas en termes de qualité ce que ça peut donner vraiment, mais moi, si j'étais amateur de RPG, je le prendrais rien que parce que vraiment l'univers est magnifique. Et le jeu de société lui-même, hein, donc Rise of the Unfolders,
Me tente beaucoup. J'espère plutôt que Xavier va le prendre, plutôt que moi, parce qu'il a déjà le premier épisode et pas moi. Et puis bon, après tout, s'il ne le prend pas et que je ne le prends pas, ce n'est pas non plus un drame, mais c'est vrai que ça fait partie des jeux que j'aimerais bien tester. Et pourtant, je ne suis pas spécialement un grand amateur de Dungeon Crawler, même si ça ne semble pas en être un visuellement, ça s'en rapproche quand même pas mal. Un Dungeon Crawler en campagne avec un mécanisme super intéressant ici avec cette Nexus Grid, cette grille de Nexus, comme ils appellent ça, qui vous permet de faire des combos à chaque fois que vous placez une carte. Si vous placez une carte ici, vous allez activer toute la rangée. Si vous en placez une ensuite par ici, vous allez activer toute la colonne, par exemple. C'est super intéressant de ce point de vue-là en termes de gameplay. Je suis très intéressé par Tidal Blades 2. Qui plus est, le prix n'est pas spécialement trop exagéré, je trouve, dans cette campagne, même si c'est quand même assez conséquent parce que le matos est présent aussi. Voilà pour Tidal Blades 2, Rise of the Enfolders, plus le RPG qui reprend apparemment le système Cypher, qui est un système assez reconnu de RPG, semble-t-il. On a en tout cas pour l'instant 4570 contributeurs à 10 jours de la fin de la campagne. On en reparlera donc la semaine prochaine. Et du coup, c'est à peu près tout cette semaine pour le suivi du menu crowdfunding. Je vous retrouve donc dans les jours à venir. On aura entre-temps une, voire deux autres vidéos, je pense, cette semaine. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti d'autres vidéos en plus du menu crowdfunding et de son suivi. Donc, je suis plutôt content. Sur ce, donc, je vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien, jouez bien si vous en avez le temps, et on se retrouve bientôt. À la prochaine.